Alors, dans mes souvenirs, il y a une histoire de Daphné et Chloé. Et il y a une autre version, peut-être, qui est le même. Alors, il me semble que c'est Boris Vian qui a écrit un livre, un roman qui s'appelle Daphné et Chloé. Et j'ai vu seulement le film qui était intitulé Daphné et Chloé, je crois. Et cette jeune fille était dans l'hôpital et dans une sorte de vie végétale, une vie végétative. Voilà, ça fait une association avec ce film. Et comme je regarde une tas de feuillage en majorité des feuilles de Daphné, mais il y a des sapins, mais je suppose que c'est les Daphné qui se décomposent en fumée lente. Là, ça émet une odeur extraordinaire. Donc, est-ce là la mort lente avec... ma mère m'avait raconté que, en fait, quand elle est allée à Mecque pour faire pèlerinage, il y a 2, 3, 4 lieux qu'il faut visiter. Donc, dans les rochers où il y a eu la guerre des martyrs, il y a des rochers dans le soir, je crois, ça sent. Et les rochers aimés, là où il y a des tombes sacrées, les rochers émettent une odeur, un parfum incroyable. Là, elle a tellement bien raconté que j'ai senti le parfum. Le parfum d'Arabie, c'est connu, mais même les rochers peuvent émettre des parfums. En fait, là, elle m'a assuré qu'il n'y a aucune arbre, aucune plante, et seulement des rochers qui émettent cette odeur. Et l'autre souvenir de lecture, ça vient de une lecture d'enfance, Pêcheur de Halicarnasse. Alors, ce monsieur qui est exilé à Halicarnassus, donc Bodrum, avant de devenir touristique, il était l'un des premiers explorateurs de anciens Halicarnasse et des mythes antiques grecs. Là, il y avait une histoire de Daphné et peut-être d'Apollon. Et cette fois-ci, une jeune fille mortelle, était aimée par l'un des dieux immortels, peut-être Apollon. Et comme Apollon, brûlé de son amour, voulait posséder Daphné, alors jeune fille avait peur de cette immortelle, mais elle ne pouvait pas s'enfuir et son père l'attendait à la maison et tout, mais elle a fini à céder à cet dieu immortel, mais elle a payé un prix de cette copulation et elle est devenue tout de suite une arbre de Daphné figée sous la terre jusqu'à l'éternité et pendant des générations et des générations et des générations, elle est devenue cet arbre que nous connaissons, Daphné, et qui émet une odeur, même en vivant et même après sa mort. C'est pas beau? C'est fantastique. Comme une lecture d'enfance, ça m'avait marqué quand même cette histoire d'amour. Ce n'est pas vrai que les fourmis ne travaillent pas en hiver. Et ils sont bien actifs et ils font leur travail. Hein. C'est pas comme les cigales qui... Ah, il y a même des cigales. Les saisons sont confondues ici.
En fait, je me souviens dans cette année même de 2016 qui n'arrive pas à finir. Alors, au début de l'année, je suis entré en 2006 sans savoir. En fait, j'étais malade, j'étais opéré et puis après l'opération, une série de séances de radiothérapie. Donc, j'étais complètement immergé de radiation. Et en sortant de chaque séance, en fait, quand il fait beau, quand il commence le premier de printemps et tout, j'avais commencé à fréquenter le parc et quand j'ai trouvé une grande arbre comme ceci, et j'embrassais comme ça, et non pas pendant des heures parce qu'il faisait frais. Maintenant, je peux embrasser en totalité parce qu'il fait vraiment très, très et tiède. Oh, les arbres sont toujours tièdes. C'est comme la chair. C'est comme il y a un sang qui circule à l'intérieur et qui le chauffe. Même en hiver, le plus chaud qu'on peut trouver, c'est le tronc d'arbre vivant. Bien sûr, sec, vivant. On peut toucher, on peut embrasser par les bras, on peut s'enrouler corps à corps. Et c'est reposant. Mais le prix de ça, c'est rester debout jusqu'à l'éternité. Voilà. Cri de ré, un cri qui rait le ciel bleu. C'est de Gérard Granel, grand phénoménologue. Ce matin, j'ai feuilleté Ulysses de James Joyce avant de venir, bien sûr, à la cimetière anglaise. Là, il parle même de la phénoménologie. Bon, je me rappelle Universal Husband, une sorte de femme pour fécondation sans population, quelque chose comme ça. C'est bon, il est fou ce mec en fait, James Joyce. Il est écrit pour qui en fait, c'est fantastique. Il n'y a pas de sujet, et il n'y a pas d'intrigue, il y a partout des intrigues. C'est bizarre. C'est plus que roman, plus que la philosophie. C'est un monument, ça. C'est-à-dire un reste, une ruine d'un monument. Un monument en ruine. Et encore vivant comme un temple dans lequel tout circule, tout travaille, tout seul. Bien que James Joyce est mort, ce roman, c'est toujours palpitant, vivant. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Les confessions de Saint-Augustin, en fait. Dans cette séquence où sa mère l'avertissait de dangers concernant les pratiques de cimetières, les cultes qui se pratiquaient dans les cimetières, comme commémoration avec le repas, en fait, avec le nom spécial, en fait, le repas qu'on mange après l'enterrement, ça se faisait apparemment périodiquement devant la tombe, sous la tombe, on aspergeait du vin la tombe et on faisait peut-être autre chose en fait au bord de la tombe, bord à l'angle du tombe, juste avant que en fait avant que l'ordre de mourir vient à soi-même. C'est ça l'angle. Avec cette station de debout, en fait, dans une forêt, on ne peut s'asseoir. On devrait être toujours vigilant. Et je me sens dans les tranchées de la guerre. J'imagine ces gens costauds ou maigres ou sveltes, tous
ils ont subi en fait à ces conditions précaires, mais naturelles. Sauf la guerre qui n'est pas naturelle. Sauf guerre épisodique. Bon, dans les tranchées, c'était encore peut-être épisodique, c'est pas une guerre massive totale. Mais il n'y aura plus de guerre de tranchées. Donc, pas de face à face, comme disait. Ah, je confonds toujours Jean-Marie Pontellier et phénoménologue tchèque. Oui, guerre de tranchées, c'est son concept développé. Même aujourd'hui, en fait, en passant, j'ai vu les informations télévisées, on disait à partir de Alep, le Prime Minister disait que la troisième grande guerre, c'est dans la porte. Bon, très bien. Il y a encore de place dans les cimetières, hein. Pas de problème. C'est peut-être complètement faux que la nature ne garde pas la mémoire et c'est la culture qui en prend soin. Ça devrait être faux. Cet arbre, par exemple, que j'ai photographié, apparemment, il a gardé toute la mémoire des guerres. C'est inscrit sur sa surface, bien que cet arbre mort. Et j'ai photographié et ça passait à la culture. Si simple que ça, je me demande. Si la guerre, ce jeu de danse au bord de la tombe, sous l'angle de la tombe, et juste à côté du cadavre de son camarade ou de l'ennemi, devant le cadavre de l'ennemi. Alors, avant de manger, avant de chercher à manger, dans cette ivresse qui est la guerre, il faut du vin dionysiaque, peut-être. J'ai apporté, non pas à manger, mais sauf chocolat et du vin pour ces soldats, pour ces messieurs britanniques. Je me rappelle entre mes lectures d'enfance d'un certain Huckleberry Finn. Donc, il devrait être un héros de roman de Mark Twain. Mark Twain, qui m'avait beaucoup marqué, comme Charles Dickens, d'ailleurs. Mais il n'était pas un méchant garçon, Huckleberry Finn. Il était un exemple pour moi. Il crachait, continuellement il crachait parce qu'il lui manquait un dent et ça lui dérangeait et il avait envie de cracher, il crachait. Le baril fin, il crachait alors. Bon, qu'il crache, qu'on le laisse tranquille. Dieu sait combien ces Britanniques aiment bien jouer cricket, même ping-pong, et Dieu, la mère nature, laisse dans la nuit de petites boules jaunes pour que les soldats puissent jouer quand même cricket quand ils veulent. Il y a de quoi comme fruit de la nature.